Europe Midi. Romain Desarbres. 12h48, le procès du vol Rio-Paris, il s'ouvre aujourd'hui avec des zones d'ombre, des questions qui persistent. Quelles sont les responsabilités d'Airbus et d'Air France dans cette catastrophe? Dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2009, l'avion, un A330 d'Air France, décollait de Rio de Janeiro pour rejoindre Paris. Après 3h30 de vol, l'A330 disparaît des radars. Il s'enfonce dans un orage au-dessus de l'Atlantique. Il s'abîmera dans la mer. Il y avait 228 passagers, 228 personnes à bord, 216 passagers et 12 membres d'équipage. Bonjour, maître Alain Jakubowicz. Bonjour. Vous êtes avocat de l'association de familles de victimes Entraide et Solidarité, AF 447. AF et Air France et Airbus sont dans le box des accusés. Qu'est-ce qu'en attendent vos clients de ce procès? Vous savez, un procès, c'est fait pour rendre la justice. Hmm. Rendre la justice, bien sûr, aux familles de victimes, mais au-delà, bien sûr, à chacun d'entre nous. C'est la question de la sécurité aérienne qui est en jeu. Vous savez, ces 228 victimes dont vous parliez, ça peut être vous, ça aurait pu être vous, ça pouvait être moi, ça pouvait être chacun de vos auditeurs. C'est ça l'enjeu de ce procès, qui va opposer la froideur de personnes morales, Air France et Airbus, à la chaleur des victimes, des hommes, des femmes et des enfants qui sont morts dans cette catastrophe. J'indique d'ailleurs que Airbus, à ce jour, 13 ans après les faits, n'a pas eu un mot pour les familles de victimes, pas un mot de compassion, d'empathie pour les familles de victimes. Circuler, il n'y a rien à voir. Donc notre combat à nous, avocats des familles de victimes et les familles de victimes, c'est de remettre l'humain au centre de ce procès. Là où on va essayer de faire des symposiums et des colloques sur l'aéronautique, nous allons remettre de l'humain au centre de ce procès parce que c'est de cela dont nous allons parler au cours de ces 9 semaines. Alors, le problème de givrage sur les sondes Pitot, qui est à l'origine de cette catastrophe. La sonde Pitot, on le rappelle, c'est une sonde sur les avions qui sert à déterminer la vitesse. Et là, en l'occurrence, elles avaient givré. Et ce problème était connu depuis plusieurs mois avant le drame, hein. Alors, oui, effectivement, il était connu depuis fort longtemps et d'ailleurs, les incidences et les conséquences de givrage de ces sondes s'étaient multipliées avant la catastrophe. Tout le monde en était informé. 2 compagnies françaises, d'ailleurs, avaient changé les sondes, on avait modifié ces sondes parce qu'on savait que c'était un véritable problème. D'autres compagnies dans le monde avaient fait la même chose, mais Air France et Airbus n'ont rigoureusement rien fait. Ceci étant, vous affirmez aujourd'hui que les sondes Pitot sont à l'origine ou l'une des origines de la catastrophe. C'est ce que nous pensons aussi, mais le 2e collège d'experts n'est pas de cet avis, qui était pourtant l'avis du 1er collège d'experts. Donc nous allons avoir aussi ce débat au cours de ce procès. Au cours de ce procès. Les pilotes ne sont bien malheureusement plus là pour se défendre. Ont-ils cependant, de ce que vous savez, une part de responsabilité dans ce qui est arrivé? Alors, c'est la thèse d'Airbus qui essaye de se décharger de sa responsabilité. D'ailleurs, il va y avoir un procès dans le procès qui sera très intéressant. C'est l'opposition entre Air France et Airbus, parce qu'ils n'ont pas du tout la même ligne. Et on l'a vu au cours de l'audience devant la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris, Airbus charge les pilotes. Et évidemment, Air France défend ses pilotes. Mais je vais vous poser une question finalement. Finalement, est-ce qu'il peut être tolérable au XXIe siècle, même à supposer qu'il y ait une faute des pilotes, ce qui n'est pas le cas, mais même à supposer, est-ce qu'on peut imaginer que notre sécurité à tous pourrait dépendre, et notre survie quand on est dans un avion pourrait dépendre d'une éventuelle faute d'un pilote? Enfin, c'est ahurissant, sachant d'ailleurs que ces avions sont des avions, allez, je vais dire d'une certaine façon, et surtout que les pilotes ne m'en veulent pas, se pilotent tout seuls d'une certaine façon. En tout cas, ce que l'on attend quand on monte dans un avion, c'est que toute l'électronique, l'informatique de ces avions, qui en sont évidemment blindés et bondés, puisse pallier une éventuelle faute. La question au centre des débats, pardon de la poser dans ces termes, c'est de savoir est-ce qu'il faut aller brûler un cierge avant de monter dans un avion pour traverser l'Atlantique, quoi. Oui. Désormais, effectivement, les pilotes font décoller l'appareil, l'amènent en haut, le font atterrir et sont là
et sont là quand il y a un gros souci, comme ce qui s'est passé évidemment dans la nuit du 31 mai au 1er juin. On a dit que le commandant s'était couché tard la veille, qu'il était parti un peu tôt, aller se coucher après le décollage, et le plan de vol également fait débat puisqu'il fonçait dans la perturbation. Écoutez, on va débattre de tout ça. Oui, On va oui, débattre oui, de tout ça. oui. Mais encore une fois, vous savez, les pilotes dans des vols transatlantiques, effectivement, ils dorment. Oui, Oui. bien sûr, un peu, et ils se relayent. Mais voilà, il n'y a rien de bien nouveau sous le soleil. Mais est-ce que c'est pour ça que les 228 personnes qui se trouvaient dans cet avion devaient mourir, y compris le pilote d'ailleurs, bien sûr? Enfin, soyons sérieux. L'enregistrement des dernières minutes de conversation entre les pilotes dans le cockpit, donc avec les deux copilotes qui étaient assis et le commandant qui était donc revenu pendant les 4 minutes de descente fatale. Ces conversations ont été enregistrées, ont été retrouvées, parce qu'on a retrouvé le cockpit et on a retrouvé l'appareil au fond de l'Atlantique. Est-ce que vous souhaitez la diffusion de cet enregistrement ? Écoutez, ça sera un débat. Oui. On le voit dans tous les procès actuellement. On l'a vu au procès de Nice, fallait-il montrer les images? Actuellement, dans le procès en appel des attentats contre Charlie Hebdo et contre l'hypercacher, faut-il montrer les images? Nous, on est favorable effectivement à ce que ces sons soient produits pour que rien ne soit caché. La transparence la plus totale. Que les enregistrements soient diffusés, oui. Bien sûr, mais ça sera un moment insoutenable, bien sûr, pour les familles, notamment des pilotes, d'entendre leur voix d'outre-tombe d'une certaine façon. Oui. Mais bon, voilà, écoutez. Parce qu'on connaît la teneur, des discussions. Oui, on a la retranscription. Voilà, mais on n'a jamais entendu les voix. Voilà. Absolument. Merci beaucoup, maître. Voilà. Maître Alain Jakubowicz, merci à vous, avocat de l'association de familles de victimes Entraide et Solidarité AF 447.